dire maintenant à Jean-Marc Ayrault, à François Hollande. Je voudrais lui dire, parce que nous sommes des Marseillais, nous lui réclamons ici à Marseille l'aide qu'il n'a jamais apportée. Parfois, les politiques cassent les codes et transgressent les usages, voire les valeurs qu'ils défendaient. Pourquoi ces transgressions deviennent-elles si fréquentes? À quelles évolutions politiques et personnelles correspondent-elles et quel impact ont-elles? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, François Fillon, Manuel Valls, NKM ainsi que Marine Le Pen. Avec nous, 4 invités. Bonjour. Jean-Daniel Lévy, politologue à l'Institut Louis-Harris pour analyser les conséquences de ces phrases chocs. Pascal De Sutter, psychologue à l'Université de Louvain en Belgique et fin observateur de la vie politique pour voir à quel moment ces transgressions surviennent dans les parcours politiques. Sophie Cadalen, psychanalyste, pour tenter de répondre à la question qu'on se pose tous. S'agit-il de dérapage fortuit ou de stratégie délibérée? Et enfin, Stéphane Bunard, spécialiste de la gestuelle, pour répondre à cette question à travers les attitudes, les gestes qui accompagnent ses propos. On va commencer par celui qui s'est imposé comme la personnalité transgressive de l'automne. Je veux parler de François Fillon. Alors on a beaucoup commenté la fameuse phrase sur le vote en faveur du moins sectaire. On a beaucoup commenté son impact. Mais que nous révèle-t-elle réellement sur François Fillon et sa mue en candidat pour la primaire de 2017? Avant de répondre à cette question, je vous propose de commencer par revoir les fameuses images. En cas de duel PS FN, quelle consigne vous donnez? C'est la question automatique à la fin de chaque émission. Non, elle n'est pas automatique, elle est importante pour l'avenir de la droite, vous savez très bien. Moi, j'ai toujours été dans un combat total avec l'extrême droite. Pour moi, l'extrême droite, c'est comme l'extrême gauche d'ailleurs, ce sont des formations politiques qui entraînent le pays vers le bas et qui l'entraînent vers la division. Donc je continuerai à combattre tous ceux qui prônent des solutions qui sont des fausses solutions avec toute mon énergie. Vous votez PS dans ce cas-là? J'ai toujours dit, aux élections municipales, j'ai dit à mes amis à plusieurs reprises, votez pour le moins sectaire. Parce que le maire d'une ville, la première chose qu'il doit faire, c'est d'être capable de la rassembler. Il n'y a pas un maire sectaire, c'est un maire en général qui tient d'ailleurs pas très longtemps, parce que les électeurs le remercient assez vite. Donc si jamais ce genre de situation se produit, je dis à mes amis, choisissez le moins sectaire. Donc APS peut être plus sectaire qu'un Front National? Ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver, ça a l'air de sortir un peu comme ça, de façon imprévue. Et pourtant, François Fillon avait déjà tenu des propos quasiment similaires en juin dernier. On revoit. Si vous avez un candidat socialiste face au Front National, que ferez-vous? Vous imaginez une ville française dans laquelle il n'y aurait pas... Hénin-Beaumont, par exemple. Il n'y aurait pas le candidat de... Hénin-Beaumont, le cas s'est déjà présenté. C'est un scrutin à un tour, le scrutin municipal. Non, à 2 tours. C'est un scrutin à 2 tours. C'est un scrutin à 2 tours. Admettons Alors, qu'on ait un second tour Front National PS. Si c'est un scrutin, c'est parce que j'ai toujours été élu au premier tour, donc j'ai toujours il y a des endroits où il y a 2 tours. Ça s'appelle se rattraper aux branches. Oui, absolument, je reconnais. Admettons qu'il y ait ce cas de figure. Eh bien, s'il y avait ce cas de figure, j'appellerais toujours à voter contre le Front National. Et pour une élection municipale où il s'agit, au fond, de gérer une collectivité, où il s'agit de rassembler des hommes et des femmes, je conseillerais aux électeurs de choisir le moins sectaire des candidats. Le moins sectaire, alors est-ce parce qu'il venait de s'en mêler les pinceaux juste avant sur le nombre de tours au municipal? En tout cas, personne n'avait relevé, et peut-être est-ce aussi parce que cette phrase allait à l'encontre de ce qui paraissait être le discours traditionnel de François Fillon. On en revoit un petit extrait dans un documentaire sur France 3. Il y avait une différence d'approche qui est irréconciliable, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy pense que le Front National est à combattre parce qu'il affaiblit la droite et parce qu'il nous fait perdre, ce qui s'est d'ailleurs passé à l'élection présidentielle. Moi, je pense que le Front National est à combattre parce qu'il, comment dirais-je, est en dehors des limites du pacte républicain tel que je le considère. Voilà, et ça, c'est une vraie divergence. Voilà, ça c'était le Fillon d'avant. Alors politiquement, ces propos sur le moins sectaire ont été vus comme
voilà, une réorientation à droite, toute pour séduire des militants UMP en vue de la primaire 2017. Le problème, c'est que ça a sérieusement brouillé, on y reviendra, l'image de François Fillon. Et c'est là que je voulais en revenir, hein, à la manière dont ses propos sont tenus, dont cette phrase choc ont été prononcées. Est-ce qu'il vous semble, Sophie Cadelin, au moment où il évoque là, ce vote pour le moins sectaire, qu'il a conscience qu'il commet comme ça une transgression, quelque chose qui va jouer, qui va complètement modifier son image et sa perception dans l'opinion parmi les Français? Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, mais moi, ça me donne l'impression que c'est une espèce de position comme ça qui veut se démarquer, parce que je pense que le message qu'on entend, c'est « je ne suis pas comme, mais je veux exister au-delà d'eux, comme les uns les autres, et comme Sarkozy en particulier ». Comme si cette position était une position finalement à part, singulière, peut-être un peu originale, mais j'ai pas l'impression qu'il avait pris la mesure de ce que ça pouvait supposer, de ce qu'on pouvait interpréter de cette position. Comme si, voilà, c'était une posture peut-être un peu sage d'ailleurs. Voilà, je ne prends pas part à ces querelles, comme il dit, voilà, c'est toujours la question de fin d'interview. Non, moins sectaire. Et puis en même temps, oui, ce qui arrive derrière, il le rattrape d'ailleurs comme il peut derrière, mais on en entend autre chose que, me semble-t-il, ce qu'il a voulu en dire, me semble-t-il. D'accord, vous avez l'impression qu'il s'est un peu fait avoir. C'est vrai qu'en plus, il avait déjà tenu ses propos. On va vous faire agir, mais et sur la gestuelle, parce qu'en plus, c'est intéressant de voir qu'autant quand il parle de Sarkozy et de ses différences avec Sarkozy, on a l'impression qu'il pèse chaque mot, vraiment, qu'il réfléchit beaucoup à ce qu'il dit, hein, dans le documentaire. Autant là, quand il prononce ces phrases voilà, qui vont le marquer durablement, on a l'impression qu'il est très spontané finalement, non? Alors quand il parle, c'est vrai, de Sarkozy, il a la main assez élevée, la main droite, qui figure presque à un coup près, si on peut dire, donc comme une ligne de partage entre ce que l'un et l'autre pense. Mais ce qu'il y a de commun quand même à ces extraits, c'est qu'on voit qu'à chaque fois, François Fillon met en rejet, c'est-à-dire qu'il fait ce geste-là, hein, sur 2 extraits, donc c'est les mains du rejet par rapport au Front National. Donc c'est pas sa came, comme on dit. Hein. Il parle même de facteurs de division, hein, donc là il a les mains en bourse. Quand on a les mains comme ça, c'est qu'on est très associé au discours qu'on tient. Et puis il y a quelque chose d'intéressant sur Europe 1, c'est que quand il dit les partis politiques qui emmènent le pays vers le bas, il parle de l'extrême droite et de l'extrême gauche, on voit ici un rictus arrière-gauche qui est un dérivé de la peur, et en fait on peut lui faire crédit même que ces partis-là lui font peur. Voilà. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête non plus, je regarde plutôt ce qu'il y a dans ses bras et sur son corps. Oui, bien sûr. Mais comme c'est une phrase mystérieuse, c'est pour ça, toutes les sciences sont amenées en renfort pour tenter de comprendre. Mais je crois que là aussi, il est raccord, et qu'il doit, dans mon avis, faire un distinguo entre le Front National en tant qu'idéologie, qui est à chaque fois rejetée, et puis une élection qui est municipale, avec des vrais morceaux de gens dedans, et peut-être des individus sur le terrain qui, selon les cas... Vous avez l'impression, effectivement, dans sa gestuelle, il marque clairement les choses. Oui, et c'est vrai qu'il est raccord à chaque fois. Oui. Alors, Jean-Daniel Lévy, avec le recul, comment vous revoyez? Parce qu'effectivement, on a l'impression qu'en fait, il est complètement opposé, jusqu'au moment où il dit cette phrase qui est très surprenante, d'ailleurs, dans l'enchaînement même logique de sa pensée, et puis qui d'ailleurs, le marque durablement, brouille complètement son image. Absolument. Enfin, c'était un des caractères distinctifs qu'il avait, notamment avec Jean-François Copé, on s'en rappelle, où il avait cherché à montrer une frontière extrêmement forte entre notamment l'UMP et le Front National. Cette phrase tombe sans qu'il y ait eu forcément d'accompagnement et sans qu'il y ait eu forcément au départ des signes annonciateurs, et donc ça apparaît comme étant un revirement extrêmement fort de la doctrine et du positionnement de François Fillon, sans que les Français puissent comprendre pourquoi il en arrive là. Et la sanction aujourd'hui est la suivante, c'est-à-dire qu'il a très fortement baissé dans l'opinion en termes de code de popularité, en termes de confiance, et alors qu'il s'agissait d'une des personnes qui était favori de la part même du peuple de droite pour pouvoir accéder à la présidentielle de 2017. Aujourd'hui, il est en net recul, notamment face à une personne qui le concurrence sur ce terrain-là, à savoir Alain Juppé. Mais alors, est-ce que, oui, sur le côté plus rassembleur, voilà, est plus central. Et vous êtes d'accord sur le fait qu'effectivement, il y a peut-être un décalage aussi entre ce qu'il dit et puis sa gestuelle, son attitude, où il a l'air de clairement marquer sa différence à ce que dit Stéphane Bunard vis-à-vis du FN, qui vient en presque contradiction avec ce qu'il dit? Absolument, et ça réavive aux yeux des Français une suspicion à l'égard des responsables politiques. Sont-ils ou pas sincères lorsqu'ils nous parlent? On préfère avoir en général un responsable politique avec lequel on est en désaccord, mais au moins dont on est sûr de sa sincérité, que d'un responsable politique qui donne le sentiment que, bon, vu que l'air du temps ou que mon climat électoral irait plutôt dans ce sens-là, j'aurais intérêt à prendre cette position. D'accord, c'est-à-dire que ces gestes marquent une différence. Enfin voilà, d'un côté, il marque une différence avec le FN, et puis cette phrase viendrait comme une espèce d'opportunisme politique en vue des municipales. C'est un peu ce que... Il est cohérent dans les deux cas, donc c'est qu'il doit bien y avoir une explication de ce type.
Quand on préparait l'émission, Jean-Daniel Lévy, vous disiez que l'impact dans l'opinion des propos de François Fillon avait été désastreux et vous faisiez un parallèle avec François Bayrou. Voilà l'impact qu'il y avait eu des propos de François Bayrou. Alors dans un contexte complètement différent, ça n'a rien à voir, mais en tout cas en termes de décalage entre les propos tenus et l'image qu'avait la personnalité politique, je vous propose de revoir l'image en question de François Bayrou. C'était face à Daniel Cohn-Bendit qui s'en prenait violemment au leader écologiste pendant la campagne des européennes de 2009. On revoit les images et puis vous nous expliquez le parallèle juste après. Président de ton groupe, vous sentez-vous mal? Mais je me sens pas mal, je trouve ça ignoble de ta part, parce que tu sais exactement ce qu'il se passe quand on est président de groupe. Tu as été député européen, tu sais ce que c'était. Et ce genre de jeu devant les citoyens, eh bien mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que tu es trop minable. Très bien. Trop minable. Je ne suis pas sûr que vous puissiez, vous, employer le mot ignominie. Si. Je peux, parce que ça fait partie du langage. Parce qu'il y a un certain nombre d'ignominies que vous, Daniel Cohn-Bendit, n'avez pas hésité à porter. Par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Par exemple, je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. Je suis sûr que tu viens là-dessus. Alors, on se téléphone souvent. Vous voulez répondre? On se téléphone souvent. C'est une vieille histoire que tout le monde a Vous êtes venu déjeuner. Voilà, alors rien à voir sur le fond, mais vous faites un parallèle en termes d'impact avec François Fillon. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? En termes de transgression, c'est la première fois sous la Ve République que, dans le cadre d'un débat politique, on attaque quelqu'un sur la question des mœurs. Que deux responsables politiques... référence à un vieux livre de Daniel Cohn-Bendit, du milieu des années 70, etc. Des années 70, absolument. Voilà. Et le deuxième aspect, c'est qu'on est dans un moment où on n'est plus sur un débat qui est un débat à caractère politique, mais on a un débat sur les mœurs. Et dans ce contexte-là, c'est exactement à l'encontre de tout ce qu'on attend en général en France, c'est-à-dire qu'on attend un débat qui vise à élever plutôt qu'à détruire l'adversaire. Du jour au lendemain, François Bayrou a perdu quasiment la moitié de ses soutiens en termes d'électorat. Les sympathisants MoDem qui à l'époque étaient entre 10 et 12% se réduisent à 5 à 6%. Et la présidentielle de 2012, qui était normalement une présidentielle dont on aurait pu penser qu'elle était vraiment pour François Bayrou, parce qu'il était vraiment question de la dette et des déficits, c'était la deuxième motivation de vote des Français, a amené François Bayrou à réaliser un score qui était 2 fois inférieur. D'accord, donc ça l'a torpillé durablement. Et le parallèle le parallèle, c'est que c'est une inversion complète de la manière dont on pouvait percevoir François Bayrou. François Bayrou avait cherché à chaque fois à ne pas intervenir sur les petites phrases, sur les petits débats, sur les petits sujets. Et François Fillon également donne le sentiment que une de ses lignes de matrice à l'égard de l'opinion, c'était sa différence extrêmement nette à l'égard du Front National. Et du jour au lendemain, il dit que la différence avec le Front National n'est pas aussi nette que ce qu'il avait évoqué par le passé. D'accord, donc changement de pied total. Donc pour vous, ça peut avoir les mêmes conséquences. Non mais c'est amusant de voir des choses complètement différentes qui peuvent effectivement, vous dites, casser l'image. Sachant que dans les deux cas, moi j'ai vu un point commun quand même, c'est que dans les deux cas, les deux, autant François Bayrou en 2009 où les sondages sont pas si bons que ça, pas aussi bons qu'ils pouvaient l'attendre, autant François Fillon là qui est dans une stratégie de conquête, alors que Nicolas Sarkozy est toujours en tête parmi les sympathisants UMP, on a l'impression que les deux sont un peu acculés, jouent un peu leur va-tout. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un contexte psychologique peut-être qui est le même pour les deux, Pascal de Sutter? Je pense que justement le point commun, c'est que dans les deux cas, ils sont, comme vous dites, acculés. C'est très clair avec le dernier extrait où il se fait quand même agresser verbalement assez fort par Daniel Cohn-Bendit et qu'il se fait continuellement agresser et à un moment il est coincé. Et c'est à ce moment-là, je pense, quand les êtres humains sont mis dans des situations, ça se trouve d'ailleurs chez les animaux, vous allez coincer un fauve ou un animal blessé dans un coin. Ça m'est jamais arrivé. Ne faites pas ça. Il va sortir son agressivité à ce moment-là spontanée. Et là, c'est le tempérament qui sort. Le tempérament, c'est la partie de la personnalité qu'on ne contrôle pas ou qui est le fond de la personnalité. Et je pense que dans les deux cas, c'est peut-être différent. Là, c'était plus spontané, je pense, chez François Bayrou. Pour François Certains Fillon, disent qu'il avait calculé. Enfin, on ne sait pas, on ne saura jamais, mais bon. Je ne pense pas, en tout cas, ce n'est pas mon sentiment. Mais par contre, François Fillon, c'est différent. Il est un peu aussi acculé, il est un petit peu mis à l'écart et il a besoin à ce moment-là de transgresser, c'est la thématique, pour pouvoir réapparaître quelque part d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, parfois, ils se trompent dans leurs transgressions. Il y a des transgressions qui sont utiles, qui font réagir le public de manière favorable, et il y a des transgressions qui, au contraire, font couler le candidat. Alors, sur le côté, effectivement, voilà, moment difficile politiquement qui peut susciter des réactions parfois un peu surprenantes. Je voulais faire le parallèle, alors en mode très très mineur, mais quand même un parallèle avec des récents propos de Nathalie Kosciusko-Morizet, des propos moins polémiques, mais qui ont quand même surpris, parce que des propos en décalage avec l'image et voilà, ce à quoi nous avait habitué Nathalie Kosciusko-Morizet, ça concerne les Roms, plus spécifiquement les Roms à Paris, où je rappelle que NKM est candidate UMP
Avant, il y avait des arrêtés anti-mendicité agressive à Paris. C'est pas la solution de tous les problèmes, mais ça sert de base légale à la police. Et on va harceler les Roms. Des contrôles d'identité. On va harceler les Roms pour le moment. Qui harcèle qui? Vous avez l'impression qu'on harcèle beaucoup les Roms? Parce que moi j'ai l'impression que les Roms ils harcèlent beaucoup les Parisiens. Ça sera une priorité pour vous? Voilà, alors qui harcèle qui? On a l'impression que c'est un peu du tac au tac, comme ça qu'elle retourne le mot qu'on lui envoie, mais ça révèle aussi, enfin c'est quand même sur un positionnement peut-être plus droitier que celui qu'elle avait d'habitude. Alors la question qu'on se pose, c'est quoi? C'est un lapsus, ça se laisse un peu entraîner dans le jeu de la répartie, ou alors ça correspond aussi à une évolution du positionnement politique? Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Alors... Sur la manière de... Oui, sur le langage. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit si... Ça lui échappe tant que ça. Et puis, j'y vois pas tellement de transgression non plus. J'y vois au contraire l'affirmation de quelqu'un qui rentre en campagne, avec des positions qu'elle va quelque part éclairer, en tout cas trancher, qu'elle va vouloir plus trancher. Non, il me semble que c'est plutôt une entrée en guerre, avec des positions forcément radicales, et une distinction plutôt qu'une transgression. Une distinction de son opposé principal. Oui, bien sûr, on est dans quelque chose de complètement différent. Mais c'est vrai que ces propos ont surpris dans la bouche de Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, elle aussi s'était toujours démarquée, on se rappelle même pendant la campagne présidentielle, alors même qu'elle était porte-parole de Nicolas Sarkozy, elle avait cherché à prendre contre la droite décomplexée. Exactement, et contre en fait tout ce qui pouvait apparaître comme étant chassé sur les terres du Front National. Ça avait été un des aspects qui avait été extrêmement marquant. Là, à défaut de transgression, elle est au moins beaucoup plus en cohérence avec une partie de l'opinion qui aujourd'hui, notamment à droite, considère qu'il y a un vrai problème avec les Roms, que c'est un problème qui repose sur les municipalités et que dans ce contexte-là, il est nécessaire de prendre à bras le sujet. Donc pour vous, même si c'est une répartie spontanée, ça correspond à quelque chose de très calculé là. Et après, on peut voir d'ailleurs par la suite qu'elle a continué ce discours et elle a même amené Anne Hidalgo à venir sur ce terrain-là et sur ce terrain de jeu qui a été choisi par Nathalie Kosciusko-Morizet. D'accord, donc vous dites c'est un vrai calcul, quoi. Ça y ressemble. Ça y ressemble, même si évidemment c'est une réaction spontanée dans une interview. En tout cas, elle a l'air d'assumer ce qu'elle dit. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est une tendance généralisée qu'on va observer de plus en plus. C'est qu'il y a quand même une fatigue parmi à la fois la population française, mais également les dirigeants, de ce politiquement correct, de ce discours qui est tout le temps policé, qu'on a tout le temps calculé les mots, on ne peut plus appeler un chat, on doit toujours utiliser, bon, il n'y a plus d'aveugles, il y a des malvoyants. Les Roms harcèlent, c'est pas politiquement correct. Il faut pas, c'est ça, les Roms, non, il faut dire que ce sont des personnes qui ont souffrance, en difficulté, on ne peut plus rien dire de négatif sur qui que ce soit. Et je crois qu'il y a une lassitude, et que parfois ils se lâchent, d'autant plus qu'ils observent que pour certains candidats, ça fonctionne très bien. Ils se disent peut-être que si je me lâche un peu plus, ça va m'aider dans ma campagne. Alors, c'est intéressant d'ailleurs ce que vous dites, parce que ça correspond peut-être aussi à une vraie évolution du discours politique en France. Vous qui voyez ça de Belgique, vous avez l'impression qu'on se rapproche peut-être de ce qui existe dans d'autres pays, justement, dans ce côté, comme vous dites, pas politiquement correct. Hein, les Roms harcèlent, allons-y. Oui, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose peut-être de plus typiquement français que je peux observer un peu de l'extérieur. C'est justement de prendre des mots parfois et d'en faire justement un discours énorme. Il y a, je pense, un plaisir, la langue française, qui n'existe pas peut-être ailleurs, qui a un plaisir vraiment de chaque mot est choisi. Et je crois que pousser à l'excès, ça fait un peu ce mot qui ne veut plus rien dire. Et je crois qu'il y a un retour aujourd'hui qu'on va observer de plus en plus vers un langage plus cru, plus direct et qui plaît, je pense, à une partie du public. Jean-Daniel Lévy, là-dessus, finalement, sur ce côté plus décomplexé dans le langage, moins politiquement correct. On est dans un contexte où la différence entre la gauche et la droite apparaît comme étant beaucoup moins nette en termes d'efficacité de la politique. On est face à des Français qui vont de plus en plus regarder les responsables politiques et chercher, entre guillemets, ce qu'ils peuvent avoir dans le ventre. Et on les critique souvent dans cette incapacité déjà à pouvoir décrire le réel. Et lorsqu'on est face à des responsables politiques qui arrivent à poser des mots sur une situation, ça leur permet immédiatement déjà de regagner et en forme de crédibilité. D'accord, les Roms harcèlent, c'est mettre des mots. Un, c'est mettre des mots. Deux, ça correspond à une situation soit que l'on vit directement, soit que l'on peut voir à travers les médias interposés. Mais en même temps, ça correspond objectivement à une situation qui est perçue par une majorité très forte de Français. Donc c'est la fin d'une petite exception française, on peut dire, autour de ce politiquement correct, comme ça a beaucoup été dit, comme dit Pascal de Sutter. La fin, c'est peut-être un peu aller loin. En tout cas, c'est une évolution qui existe. On a encore des débats sur les mots, ne serait-ce que le terme rigueur, par exemple, qui est un mot interdit dans la société française. Ouais, mais ça, c'est pour autre chose. Alors même que les Français ont facilement qu'il y a la perception qu'il y a une vraie rigueur. Un petit mot là-dessus, puis on va passer à la suite, justement, à d'autres transgressions. Oui, pour revenir sur notre débat, d'ailleurs, ça pose la question même de l'utilisation du mot transgression. Est-ce que c'est réellement des transgressions ou est-ce que c'est un glissement effectivement du langage qui du coup révèle un nouveau code, une nouvelle façon de se positionner, une autre façon d'incarner la politique. Voilà, une manière de parler différemment dans les médias. On parle plus dans les médias comme on parle finalement dans la vie de tous les jours sans s'interroger sur l'impact. Alors justement, calcul ou pas, transgression ou pas, glissement naturel ou pas, la question s'est beaucoup posée pour Manuel Valls aussi. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur dont les propos récents ont cassé là aussi les codes
des discours habituels au PS. Là encore, ça concerne les Roms. Et là encore, ça fait suite à des propos déjà précédemment tenus. On écoute, c'était à la radio. Là, il n'y a pas d'image pour vous, Stéphane Bunard. Désolé. Manuel Valls, vous diriez à nouveau qu'il y a aujourd'hui en France une minorité seulement de familles roms qui ont un projet de vie, qui veulent s'intégrer en France? Oui. Il faut dire la vérité aux Français, parce que c'est respecter ces populations. Mais ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en confrontation. Le maire vient de le dire, le maire, M. Vignoble, vient de le dire il y a un instant. Il faut tenir compte de cela. Et donc cela veut bien dire que les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Alors, se laisse-t-il emporter? Est-ce le refus de se démentir par rapport à des propos déjà précédemment cités dans la presse? En tout cas, le lendemain, il persiste et signe à la télé cette fois. Qu'il y a des familles, souvent avec des enfants, qui peuvent parfaitement s'insérer et s'intégrer dans notre société. Mais c'est une minorité. Et je le répète, mais vous savez, il ne faut ni discriminer, ni se voiler la face, ni faire preuve d'angélisme. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer, là-bas. Et nous ne pouvons pas, nous... Vous dites, vous avez dit hier, seule une minorité de Roms, une minorité veut s'intégrer en France. La France, comme d'autres pays... Vous le confirmez? Est-ce qu'une minorité de Roms veut s'intégrer en France? Oui, bien sûr. La France, et comme d'autres pays... Donc les Roms ne veulent pas s'intégrer ici? Ne le disons pas ainsi. C'est ce que vous dites. Les Roms... Vous dites seule une minorité. Jean-Jacques Bourdin. Oui. Les Roms, contrairement à ce que j'entends, sont prêts à revenir en Roumanie, à condition que là-bas, les conditions d'insertion et d'intégration... Mais c'est vrai pour les Asiatiques. Voilà, alors il a l'air comme ça, très sûr de lui. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire là, il martèle bien les choses de sa main. Est-ce qu'il a l'air finalement aussi droit dans ses bottes que ça, entre guillemets, Stéphane Bunard? Parce que là, il est quand même dans une position gros tollé suite à ses propos tenus la veille. Non, c'est Manuel Valls, quand il explique, il est souvent sur la main droite, ce qui est assez logique. Alors, en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il bascule sur la main gauche. Non, mais en fait, c'est le cerveau droit et le cerveau gauche. D'accord, oui, voilà, donc pardon, j'ai pu mal comprendre. Il bascule sur la main gauche quand il dit ils ont vocation à rester dans leur pays. Et les mains sont comme ça, encore comme tout à l'heure, avec les mains en bourse. Donc ça veut dire que là, il y met un peu plus de douceur. Donc c'est le ministre de l'Intérieur, mais c'est aussi Manuel Valls, avec son parcours, avec son histoire, et c'est un socialiste, etc. Quand il dit il peut revenir en Roumanie, c'est bizarre de le mettre là-bas à droite, parce que revenir, c'est là plutôt le passé. Donc ça veut dire que pour lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est pas un retour à la case départ dans sa tête. C'est pas une régression, ça fait partie d'un parcours, et là c'est aussi quelque chose plutôt à mettre à son crédit. Donc là encore, il n'y a pas dans ces deux cas de problème d'incohérence, si ce n'est que comme toujours, il le fait, pas comme toujours justement, là il est vraiment en avant sur la droite, c'est-à-dire qu'il va être assez peu flexible sur ce sujet. D'accord, on sent qu'il a décidé qu'il allait rester sur sa position, même si vous dites qu'il cherche à y mettre un peu plus de douceur. Voilà, il y a une grande fermeté. Peut-être. Juste chez Manuel Valls, au début de son quand il était pas Premier ministre, j'allais faire là-dessus, quand il était ministre de l'Intérieur, j'avais observé au bout de quelques mois qu'il y avait sa paupière droite plus basse. Ça, c'est lié à un stress de performance. Ça joue quand on est un peu stressé sur la neurotonicité des petits muscles qu'il y a sur les paupières. C'était parti ces derniers mois. Et puis, je crois qu'avec l'affaire des Roms, là, je vois que ça a tendance à revenir légèrement. Quoi, un petit stress, c'est ça? Un petit stress. Vous sentez un petit stress, Bah oui, c'est normal qu'il soit un petit peu stressé. Alors, vu effectivement, il est quand même là pris au cœur des polémiques. Pascal de Sutter, sur sa manière de réagir, vous diriez là aussi qui décide de casser le politiquement correct? Oui, je pense qu'il est cohérent avec sa posture. Et d'ailleurs, à propos de posture, vous l'avez probablement observé, il y a une manière de marcher quand même très très particulière. Et que les Français captent consciemment ou inconsciemment, ce qui fait qu'il est en partie apprécié parce qu'il a une posture d'autorité. Et finalement, dans les faits, qu'est-ce qu'il a réellement fait depuis un an et quelques? Pas énormément de choses, mais ce qui est important, c'est qu'il donne l'illusion, et c'est ça qui est important en politique, c'est la perception, et la perception d'être quelqu'un qui a de l'autorité. Et ça se retrouve dans ce qu'il dit. Donc il y a une cohérence entre son langage non verbal et son langage verbal, c'est extrêmement important pour un homme politique. D'accord, l'autorité, et puis effectivement les propos. Et alors ce qui est surprenant, c'est qu'on a vu, donc là, quand même, gros tollé, propos, il faut quand même le rappeler, ces propos ont suscité un tollé notamment à gauche. Comment ça, les Roms ne peuvent pas s'intégrer, ont vocation à retourner
retourner. Et pourtant, là, ça s'est pas du tout traduit par une baisse de popularité. Alors pourquoi ce paradoxe? Parce que le terme a été utilisé 2 fois précédemment. Manuel Valls, aux yeux des Français, apparaît comme étant incohérent. Et même aux yeux du peuple de gauche, il apparaît comme étant incohérent. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie réaction de la part d'un certain nombre de leaders politiques au sein de la gauche. Mais lorsque nous, aujourd'hui, on interroge le peuple de gauche, et lorsqu'on les interroge sur les mesures qui doivent être prises, autant ils pouvaient être extrêmement critiques à l'égard de la reconduite à la frontière de Rome sous la période, notamment par exemple, qui était incarnée par Brice Hortefeux, autant ils acceptent celle qui est menée par Manuel Valls. Pourquoi? Parce qu'il y a un discours qui, à leurs yeux, apparaît comme étant différent. Même si là, certains se sont interrogés sur le fait, ce discours est-il vraiment différent? Mais aux yeux des Français et aux yeux du peuple de gauche, le discours est différent et les modalités d'action apparaissent comme étant différents, parce que le terme République est utilisé de manière extrêmement récurrente par Manuel Valls. Il avait été utilisé dès la primaire citoyenne, on s'en rappelle, à l'époque de 2011. C'est le mot République qui fait qu'on peut dire tout le reste. Alors, le terme République permet d'utiliser effectivement beaucoup de choses, parce que c'est pas uniquement l'idée de dire d'exclure les autres, mais c'est les conditions d'intégration et de cohérence dans notre pays qui existent. Et donc ça dénature et ça renature une partie du débat. Ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est que quand il parle justement de « ils ont vocation à rentrer en Roumanie », enfin la phrase qui a beaucoup fait réagir, c'est le mot « vocation à » en fait, voilà. Il reprend aussi des propos qu'il avait déjà tenus dans la presse, c'était dans le Figaro quelques mois plus tôt. Là aussi c'est surprenant comme mécanisme, enfin sans rentrer dans l'analyse du mécanisme de la petite phrase, mais que finalement le tollé vienne au bout de plusieurs fois. Comment vous expliquez ça, que la polémique mette autant de temps à monter? C'est une question de contexte, ou c'est la manière de le dire, ou c'est pourquoi là à ce moment-là? C'est une question de réaction, surtout de, je ne vais pas dire la classe politique parce que le terme est un peu exagéré, mais en tout cas des réactions qui sont suscitées. Ça a été le cas là, ou ça a été le cas à un autre moment. On se rappelle par exemple du pain au chocolat qui était par exemple cité par Jean-François Copé. C'était écrit dans un ouvrage qu'il avait publié. À aucun moment il y avait eu une réaction, et c'est à partir du moment où c'est intervenu dans le cadre d'un débat interne à l'UMP avec un meeting qui était un meeting filmé, que la dynamique est une dynamique qui d'abord est politique et puis par la suite médiatique, qui s'est engagée et qui a suscité un débat par la suite. D'accord, ça nuance la question de la transgression, quoi, finalement. Quelque chose qui passe tout à coup devient une transgression. C'est intéressant. En tout cas, il y a quand même des propos qui, pour le coup, ont fait réagir très très rapidement. Là, je passe à une autre personnalité politique. Maintenant, je passe à Marine Le Pen. Alors, jusqu'ici, ces derniers mois, la patronne du FN semblait fidèle à sa logique de dédiabolisation, pas de dérapage. On parle beaucoup de République aussi, d'ailleurs, chez Marine Le Pen. Et puis, tout ceci a semblé basculer du jour au lendemain justement de la libération des 4 otages retenus par AQMI au Sahel. Marine Le Pen est à la radio et écoutez-la réagir à cette libération et à l'attitude des otages. Ces images m'ont laissé dubitative. Je vous le dis très sincèrement. J'ai trouvé ces images étonnantes, j'ai trouvé cette extrême réserve étonnante, j'ai trouvé leur habillement étonnant, j'ai ressenti un malaise en voyant ces images. Je pense que j'ai pas été. Qu'est-ce qui vous a gêné? Je pense que j'ai pas été la seule. Voilà. Pardonnez-moi, mais soyez un peu plus clair, je comprends pas. Oui, mais si vous comprenez très bien ce que je vous dis, parce que c'est ce qu'ont ressenti beaucoup de Français. C'est quoi, c'est le fait d'utiliser la barbe qui vous a gêné? On avait l'impression d'avoir des images d'hommes qui étaient très réservés, c'est le moins qu'on puisse dire. Les deux qui portaient la barbe taillée d'une manière qui était tout de même assez étonnante. L'habillement était étrange. Enfin, voilà. Ils reviennent de 3 ans de détention quand même. Bien sûr, monsieur, mais cet otage avec le chèche sur le visage, tout ça, voilà, je pense que ça mérite peut-être quelques explications de leur part, parce que c'est vrai que ça a laissé, je crois, une impression étrange aux Français. En clair, vous pensez qu'ils sont islamisés, c'est ça votre pensée? Non, écoutez, moi je suis pas. Vous êtes dans l'allusion là. Non, je ne suis pas dans l'allusion, je vous exprime le sentiment que j'ai eu. Alors, cet extrait est très curieux, parce que normalement, Marine Le Pen, elle ne dit pas les choses à moitié, elle y va franchement, et là, on a l'impression effectivement qu'elle procède par allusion, et du coup, on se demande si c'est un message pensé, envoyé comme ça à une partie de son électorat, une partie des Français, comme elle dit, ou alors si ça lui échappe dans la conversation, si l'on peut dire, dans la réaction à chaud. Sophie Cadalen, qu'est-ce que ça vous inspire au vu de la manière dont elle exprime son sentiment, comme elle dit? Moi, ça me
me fait penser, alors quelque chose je pense que tous les parents connaissent, c'est on s'explique avec nos enfants, voire on les engueule, puis on a des phrases qui sortent comme ça, qui sont des espèces de répétitions, des choses qu'on a entendues, et souvent des formules qui viennent de nos parents. On se retrouve à dire des choses, mais qu'on n'a pas du tout envie de dire en fait. T'es méchant par exemple, alors que pourtant on a fait un peu de psychologie. Là, la barbe on sait taillée, etc. Et j'ai l'impression, moi j'entends le père derrière, j'entends voilà, quelque part le talent de l'allusion, il était très fort là-dessus pour distiller la petite chose qui courait très vite et qui était reprise, interprétée par tout le monde. Enfin, parfois lui il était au-delà de l'allusion. Il était au-delà de l'allusion. Mais avec cette espèce de jubilation, voilà, laisser traîner le truc, à l'assumer. J'entends, voilà, alors c'est que mon interprétation, j'entends la fille de son père qui répète un truc et puis en même temps revient derrière et dit non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Comme on peut dire à nos enfants, non, j'ai pas dit que t'étais méchant. Oui, là, effectivement, ils se sont islamisés. Non, elle veut pas dire ça non plus. Sur l'attitude, justement, là, sa manière d'être quand elle dit ça. Je pense pas qu'il y ait de la préparation, effectivement, parce que finalement, il y a beaucoup de recul, de dissociation. Le sourcil gauche se lève, elle se met à distance, elle monte les épaules, comme un aveu d'impuissance. Je sais pas quoi, il y a un problème. Puis après 2 fois des épaules gauches, là, il y a de la spontanéité. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire concrètement qu'elle se laisse un peu aller sur un terrain comme ça? Je pense qu'elle est en train un peu de réfléchir en parlant. De réfléchir en parlant. Et que après peut-être je vois, parce qu'il y a un coup de main gauche particulier sur la partie habillement. Peut-être qu'elle est gênée juste par le côté mise en scène. Peut-être qu'à un moment elle a eu peur que ce soit les ravisseurs qui avaient été libérés. Je sais pas, et qu'elle espérait que ce soit autre chose, la mise en scène de bons Français qui reviennent. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose vous qui pensez qu'elle exprime un malaise, mais qu'elle a dû... Voilà. Sur l'image la met mal à l'aise. Sur l'image, l'habillement, ça a été, à mon avis, ça a été son haut le cœur quand elle a vu ça. Là, il s'est passé quelque chose en elle. D'accord, donc réaction émotionnelle, vous diriez. Elle aurait voulu autre chose. Après, ce qui est intéressant, c'est quand elle dit « j'ai pas été la seule », là, tout d'un coup, on bascule à droite. Et quand on bascule à droite, on est plus dans la relation. Je pense qu'elle aimerait faire croire qu'elle n'était pas la seule à penser ça. Et ce qui me fait dire ça, c'est que ensuite, quand elle dit que c'est un sentiment partagé par un certain nombre de Français, elle a à ce moment-là, typiquement, les mains en couteau retourné, c'est-à-dire qu'en fait, elle est partagée elle-même par le propos qu'elle est en train de tenir. Donc je ne crois pas qu'elle ait réellement fait la tournée des popotes pour aller vérifier. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai que ces images. Non, mais c'est vrai aussi que ces images ont surprise dans le sens qu'ils avaient, ils disaient tiens, ils ne parlent pas au micro comme le font souvent les otages, etc. Mais elle l'interprète effectivement d'une certaine manière enfin du moins elle donne l'impression d'interpréter d'une certaine manière, effectivement, sans vouloir répondre à la question islamisée ou pas, parce qu'elle le supère sur son attitude à ce moment-là. Oui, je pense aussi que dans la spontanéité, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on leur pose des questions sur des sujets finalement qui n'ont rien à dire. Et ça arrive souvent. Parce que à la réaction du jour à la situation de la veille. Voilà. C'est pas une experte en syndrome post-traumatique, donc ce qu'elle dit, le silence, est contraire à un des syndromes post-traumatiques possibles quand on a été effectivement kidnappé pendant 3 ans. Elle n'est pas une experte des services de renseignement que ce soit, elle n'y connaît rien finalement. Et elle se sent obligée de dire quelque chose. Et à ce moment-là, elle dit quelque chose qui est probablement spontané, qu'elle a peut-être aussi, d'ailleurs, peut-être d'autres personnes l'ont ressenti. Moi-même, ça m'a surpris un petit peu, cette tenue. Et donc, ça sort. Et puis après, on voit très bien, effectivement, dans son langage non verbal, qu'elle se rend compte qu'elle a sorti quelque chose, un petit peu comme un espèce de monstre qui apparaît et qui vide de lui-même. Elle essaie de rattraper le Gollum en se prenant des distances, en disant non, mais enfin, bon, et puis je suis pas psychologue, d'ailleurs, heureusement on en a un, voilà. Et donc, je crois que c'est tout à fait typique de quelqu'un qui lâche quelque chose comme ça, parce qu'il faut bien combler le temps de parole, et puis qui se pose la question comment est-ce que je vais essayer de rattraper ce que j'ai sorti. C'est assez étonnant de la part de Marine Le Pen, qui nous avait habitués à quelque chose de beaucoup plus rodé, de beaucoup plus réfléchi, non? Ça montre qu'en dépit de toutes les préparations des uns et des autres, heureusement, parfois... Heureusement pour nous. Heureusement pour nous, il peut y avoir un caractère de spontanéité qui existe. On peut le penser d'ailleurs, parce que le lendemain matin, elle a fait quand même un communiqué... Oui, juste après, quelques heures plus tard, effectivement, elle fait un communiqué où elle dit, c'est très intéressant d'ailleurs, elle revient sur ces images, les images livrées en pâture d'otages encore affublés des symboles de leur détention, manifestement encore sous le choc d'une détention longue et pénible, là elle a réfléchi effectivement à ce que ça voulait dire, tirées devant les caméras de télévision par le ministre des Affaires étrangères, ont indubitablement laissé aux Français un sentiment de malaise. Mais là, le malaise, c'est plutôt l'exploitation politique. On dirait qu'elle réinterprète un peu le... Oui, parce que d'autant plus qu'on est dans un moment de communion nationale. Voilà. On est dans un moment où la France quand même s'arrête, regarde, se satisfait de voir des otages qui reviennent en bonne santé dans notre pays, et en plus avec une connotation qui va aujourd'hui avoir un regard d'autant plus fort à la suite de l'assassinat des deux D'accord, vous dire qu'elle a mal calculé, elle a mal évalué le moment, faisant part de ce sentiment, voilà, et puis elle a très
très vite voulu corriger le tir. Il y a des moments effectivement où on ne peut pas rompre l'unité nationale et où les moments où les Français se retrouvent les uns et les autres, sont contents d'un événement, ne veulent pas forcément entendre des messages qui apparaissent comme étant dissonants. Quelque part, vous plaidez pour le côté non intentionnel, parce qu'on pourrait dire finalement elle veut se démarquer, envoyer un signal, elle a pu le faire aussi parfois. C'est possible, mais c'est possible de très vite se rendre compte aussi qu'on a fait une bêtise ou qu'on a eu un mauvais argument de communication. Souvent, en fait, les capteurs peuvent être un petit peu différents sur les réseaux sociaux, à travers l'environnement, etc. Très vite amené à faire un retour. C'est rare quand même qu'un responsable politique sorte une dépêche ou publie une information qui revient complètement sur ce qu'il a pu dire. Il faut dire aussi que Marine Le Pen, j'avais fait le profil psychologique il y a quelques temps, a vraiment une personnalité totalement rebelle toute sa vie. Donc elle ne peut jamais, dans la communion nationale, elle ne peut jamais dire « je suis d'accord avec tout le monde ». Ça lui est presque viscéralement impossible. Elle doit toujours se démarquer. Elle dit « tout le monde est là à communier, voilà, ça l'énerve ». Il fait beau aujourd'hui, il y a un grand soleil, elle dirait « oui, mais enfin, ça brûle et attention aux gens qui attrapent des cancers de la peau ». Il faut absolument qu'elle dise, parce que c'est sa nature profonde, c'est sa personnalité, c'est toute son histoire aussi de son enfance, c'est qu'elle est dans la rébellion permanente. Donc quand tout le monde dit « c'est très bien, les otages sont rentrés », il faut qu'elle dise autre chose. Je crois que c'est vraiment plus fort qu'elle. Et ça, je pense que c'est vraiment spontané. Et que ça peut lui jouer des tours. Non, j'ai dit, on voyait bien ses épaules. On avait l'impression qu'elle ne savait pas quoi dire, en fait. Et qu'elle a meublé. Et donc, en meublant, j'imagine qu'elle est sur ses ressorts psychologiques de base, quoi. Voilà ce que vous disiez, Sophie Cadalen. Alors, il y a d'autres cas aussi qui rappellent un peu cette rébellion que vous avez évoquée. Pour terminer l'émission, je voulais revenir justement au cas de Samia Ghali, alors qu'elle a transgressé d'autres codes, ceux du fair play, on va dire, au sein d'un parti politique. Donc je rappelle, Samia Ghali, candidate malheureuse à la primaire socialiste à Marseille. Voilà les propos qu'elle tient au soir de son éviction. Je rappelle en cas de doute qu'elle est bien socialiste et qu'elle parle bien des dirigeants socialistes. On l'écoute. J'ai appris des autres. J'ai aussi appris des autres candidats. Et la politique, malheureusement, vous apprend encore souvent beaucoup de choses qui vous laissent un peu un goût amer. Il faut ce soir reconnaître. Il faut ce soir reconnaître la victoire, mais pas d'un seul homme, de 6 personnes. Voilà, de 5 candidats, plus le gouvernement, ça fait 6. Mais je voudrais ce soir dire au gouvernement, dire à Jean-Marc Ayrault combien je suis déçue. Déçue. Du comportement du gouvernement. Alors Pascal de Schutter, vous évoquiez un peu la fin du politiquement correct. Bon, là c'est aussi d'ailleurs un petit peu cette facette qui est illustrée. Elle casse complètement les codes de la politique, on peut dire, non, Jean-Daniel Lévy? C'est rare de faire huer le président de la République, surtout lorsqu'on est socialiste, voilà, on le rappelle. Et a fortiori sénatrice. Donc dans ce contexte-là, ça crée effectivement un trouble. Malgré tout, quand on cherche les éléments de cohérence, elle a toujours été sur ce positionnement-là. C'est-à-dire qu'elle a toujours, toujours présenté comme étant... Votre ligne, c'est il faut être cohérent avec son positionnement. Il y a ceux qui le sont, c'est bon. Il y a ceux qui ne le sont pas, ça pose problème. Oui, c'est un peu rapide, mais en tout cas, c'est... Voilà, donc elle reste cohérente, mais en allant très loin. Mais dans le cas de la primaire, en allant très loin. Oui, là, elle va jusqu'au bout, on va dire. Elle pousse le côté paroxystique de la cohérence, mais elle s'est toujours présentée comme étant la candidate de Marseille contre la candidate de Paris, la candidate des Marseillais contre les candidats qui sont soutenus par le gouvernement et par le président de la République, et elle a cherché à jouer, en gros, la carte locale contre une carte qui apparaîtrait comme étant une carte beaucoup plus nationale. D'accord, cohérence, mais est-ce qu'elle ne se laisse pas quand même un peu emporter? Parce que là, bon, certes, son discours est préparé, mais enfin, quand même, elle est dans un moment émotionnel assez fort, elle est déçue, etc. Est-ce qu'elle se laisse pas un peu emporter quand même? Est-ce qu'elle va pas... elle fait sauter le surmoi, certains diront. Je ferai parallèle, qui est très présent, du coup, puisque justement, elle le souligne. Je ferai parallèle avec Valls, qui finalement, d'une certaine manière, transgresse les codes aussi de la famille socialiste, sur le débat sur les Roms tel qu'on l'a entendu, revu, là, mais dont le message, quelque part, apparaît très clairement. Bon, je ne m'en démarque pas tout à fait, je transgresse des codes, voilà, d'une certaine idée politique, mais le message qui passe, c'est que je veux arriver au pouvoir et je suis en chemin. Oui, mais elle, le message qui passe, c'est je suis déçue, ils n'ont pas été gentils. Et c'est là que je dis, c'est la différence. C'est là, il y a de l'affect qui prend toute la place. Et on entend plus, quelque part, une fille, effectivement, déçue par ses pères, on peut l'écrire dans tous les orthographes, vraiment déçue, mais qui n'a pas tué le père, justement.
elle en a encore à réclamer une approbation, mais comme vous dites qu'en plus dans sa tactique, sur laquelle elle n'a pas du tout joué, sur laquelle elle ne s'est pas du tout appuyée. Elle ne s'est pas appuyée là-dessus, sur l'attitude, bon, même si elle est très figée, hein, là il n'y a pas beaucoup de gestes. Hein. On en voit un qui est quand même assez symptomatique, c'est que quand elle parle de reconnaître la victoire, quand elle parle du gouvernement, et a priori plus de Jean-Marc Ayrault qu'elle est un peu dans le collimateur, parce qu'il y a eu un coup de mouvement de sourcil, donc je crois que le gouvernement Jean-Marc Ayrault, c'est un peu plus... c'est surtout Jean-Marc Ayrault. Sans problème, voilà. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est ses lèvres rentrées à chaque fois, ce qu'on appelle la bouche en huître, parce que là, pour le chapitre de la transgression, j'allais dire, elle se pose là, parce qu'il y a tout ce qu'elle dit, et qui est déjà pas mal, qu'on a évoqué, mais il y a surtout tout ce qu'elle aurait envie de dire et qu'elle retient de ses propos. Ah bon, elle en retient ? Voilà. Ah bon, vous avez l'impression qu'elle se retient ? À maintes reprises, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, elle essaye de retenir les propos qui pourraient lui échapper. Et à mon avis, il vaut mieux qu'on voit déjà que ce qu'on voit, parce que sinon, ça serait bien pire. Parce que ça pourrait être pire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? On le verra de plus en plus, je crois. Oui, on le verra de plus en plus. Elle retiendra de moins en moins. Mais de l'ensemble des membres du Parti socialiste, on va avoir de plus en plus de transgressions. Pourquoi ? Parce que le chef lui-même est quelqu'un qui ne punit pratiquement jamais. Il le reconnaît lui-même. Donc à ce moment-là, il y a quelques-unes qui ont été punies quand même, Delphine Bateau. Oui, mais il ne le fait pas de manière, c'est ça, il ne tue pas publiquement. Il étouffe discrètement dans un coin, mais coupe pas les têtes. Or, je pense qu'un chef doit être capable de temps en temps de faire une exécution politique, évidemment, publique, pour donner une leçon à l'ensemble des bons côtés. Voilà ce qui vous arrive clairement si vous transgressez. D'accord, donc vous dites que c'est une tendance, effectivement, ça c'est pour la gauche, parce que pouvoir quelque part faible, donc ça va susciter ça, mais en même temps on voit bien que ça correspond aussi à une évolution qu'on a pu voir côté à droite, donc c'est une évolution qui dépasse... Parce qu'à droite, à ma connaissance, il n'y a pas de chef clairement établi. Il n'y a pas de chef non plus, il n'y a plus de patron. Donc à ce moment-là, on peut un peu tout se permettre, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui sonne la fin de la récréation, qui dit voilà, c'est moi le chef et vous allez marcher droit. Donc vous vous dites c'est un peu lié à l'absence de chef des deux côtés. Vous direz la même chose, Jean-Daniel Lévy, un mot de la fin, ou alors c'est autre chose qui se joue, une autre évolution? Il y a un peu des deux, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a la perception qu'il n'y a pas d'autorité qui est extrêmement fort. On parlait d'éléments de cohérence. La cohérence aujourd'hui de François Hollande n'apparaît pas comme étant de manière extrêmement nette aux yeux des Français et même aux yeux du peuple de gauche. Et dans ce contexte-là, on va rechercher d'autres personnalités ou d'autres orientations qui peuvent donner soit une description du réel, soit une forme de cohérence. Manuel Valls incarne aujourd'hui cette forme de cohérence. À d'autres égards, Nicolas Sarkozy incarne une forme de cohérence, c'est-à-dire qu'il donne le sentiment d'avoir toujours été pareil. Et donc, on est face à des logiques d'opinion qui permettent aux uns et aux autres de se rassurer dans un monde. Pour vous, c'est très contextuel, quoi. C'est pas une évolution plus générale. Alors, après, il y a une évolution à l'égard de l'autorité aussi qui évolue. Et on pourrait penser que naturellement, les Français seraient de moins en moins en faveur de l'autorité. Ça n'est absolument pas le cas. Et de plus en plus, ils recherchent dans tous les secteurs de la société une forme d'autorité. D'accord, ça transgresse de plus en plus, on l'entend dans les discours des politiques, mais quelque part, on réclame de plus en plus d'autorité. Ça, c'est le paradoxe. Exactement, et avec des lignes politiques qui sont plus brouillées que par le passé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que les analystes politiques peuvent dire il y a des processus qui sont des processus de transgression, vous avez fait référence tout à l'heure, à l'égard de la famille politique, les sympathisants PS n'ont par exemple pas le sentiment que Manuel Valls soit dans une transgression absolue, pas plus que des sympathisants de l'UMP. La force du parti, on va dire la pression du parti, la loyauté vis-à-dis du parti devient un critère moins important peut-être. Exactement. Mot de la fin, Sophie Cadalen. Oui, de tous ces personnages, à tout ce qu'on a entendu, moi il me semble que là, on ne transgresse pas tellement, mais on se démarque à tout prix et à n'importe quel prix presque. Stéphane Bunard. Oui, moi je crois qu'on les voit par rapport au langage corporel, on les voit de plus en plus sur tous les supports. Le pompon, c'est l'idéal pour moi, c'est la radio. Les interviews radio filmées, vous aimez ça, sur les gestes qui trahissent. Parce que d'une part, ils sont moins sur leur garde, et d'autre part, le modèle journalistique favorise davantage l'interactivité, donc les prend un peu plus par surprise. Et donc du coup, c'est pas qu'ils se transgressent plus pour moi, mais c'est que du coup, on les voit plus souvent et ils sont amenés à faire le buzz, alors qu'avant, les gens faisaient le buzz. Vous vous souvenez quand on avait vu de gens qui disaient Marie Comparini c'est une salope parce que quelqu'un se trouvait à ce moment-là avec son portable. Tandis que maintenant les opportunités se démultiplient finalement d'être chopé dans des moments un peu perso. Bon voilà, cause multiple, en tout cas pour conséquences bien perceptibles. Merci à tous les quatre pour ces explications sans transgression. Merci à Marie Lebon et à Adam Douilleb qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane de Charmas qui s'est couchée tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillants. Les politiques, on leur dit de se contrôler, et c'est là tout le problème, qu'on construit des simulateurs. Moi, je fais exactement le contraire. Je vous conseille de justement pas se contrôler. Il va y avoir une cohérence entre l'émotion et ce que vous dites. Par exemple, si vous ressentez une émotion très forte, par exemple de colère, ça ne sert à rien de dire je suis parfaitement calme. Autant dire je suis en colère et pas dire à vraie raison.
sur LCP. À 23h30, ça vous regarde. Débat d'actualité en mode interactif, présenté par Arnaud Ardouin. À minuit et quart, Question d'info interroge ceux qui font l'actualité, en partenariat avec l'AFP, Le Monde et France Info.